ce qui nous a cadré, c'est ce label. Et ce label, au final, traduit de manière très succincte les ambitions des Jeux, comme je les ai reprises tout à l'heure. Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire. Donc c'est clairement annoncé. Aujourd'hui, l'école ne peut pas travailler seule. Aujourd'hui, l'école doit s'ouvrir sur son environnement et sur les questions sportives. On avait déjà des textes sur les intervenants extérieurs, c'est là depuis très longtemps aussi. Pour autant, encore une fois, c'était dans l'arrière-boutique et pas mis dans la vitrine. Et bien là, au final, on nous demande de faire vivre les textes et de dire que potentiellement à l'école primaire, les intervenants extérieurs, c'est possible. Et vous verrez que très vite, on a développé deux éléments qui sont arrivés très forts, financés par Paris 2024. Ce sont les coupons Génération 2024. Donc un investissement de Paris 2024 sur le financement d'intervenants extérieurs dans les écoles. Et derrière, on a eu le dispositif Une école, un club qui est venu compenser l'incapacité à pouvoir mettre en place les 30 minutes dans une école qui en exprimerait le besoin. Oui, donc de suite, deux portes qui se sont ouvertes sur les intervenants extérieurs, mais très ciblées sur les clubs. Alors après, n'oublions pas que nous avons juste 42 conventions partenariales entre le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et les fédérations sportives, et que ça non plus, ce n'était pas une nouveauté. Voilà, on en fait tout un foin, mais ce n'était pas une nouveauté. Je pourrais prendre à partie Pascal, voilà, qui est quelque part, comme moi, un peu bicéphale parfois dans le monde fédéral, mais ça existait déjà. C'est juste comment le faire de manière vertueuse. Le handball le fait très bien, d'autres fédérations le font très bien. Voilà, mais le fait que ce soit écrit et annoncé, ça a un petit peu hérissé. Donc voilà, des questions vives d'actualité. Sur les événements, j'y reviens pas, c'est le côté célébrer les Jeux, faire la fête autour des Jeux Olympiques et Paralympiques. L'accompagnement des sportifs de haut niveau, comme je vous l'ai dit, ça a été quelque chose de positionné de manière très très forte, très très vite. Nous avons identifié que cette population-là était la seule population avec un parcours particulier à l'école qui n'avait jamais été considérée dans les textes autrement que dans la mesure du possible. On parlait de double projet sportif et scolaire, sauf que ce n'était pas un double projet, c'était une réalité. Il y avait une formation scolaire obligatoire, et si on veut être sportif de haut niveau, il y a une formation sportive obligatoire à laquelle on ne peut pas déroger. Et donc c'était au final tout le temps une situation de mal-être pour les jeunes et leurs familles, parce que des choix devaient s'opérer à des moments cruciaux dans leur vie, et dans les choix d'orientation notamment. Je fais du sport de haut niveau, ou je privilégie mes études. Voilà, donc ces questions vives ont été mises sur la table, et pour la première fois en France, donc le 2 février dernier, en 2023, a été installée une commission interministérielle permanente du sport de haut niveau qui met autour de la table l'ensemble des ministères, tous les ministères, pour traiter à la fois des questions de formation initiale, mais aussi de reconversion professionnelle. Donc on va jusqu'au ministère du Travail. Et enfin, il y a la réalité. Le dernier objectif, qui n'en est pas un, c'est une réalité constatée de l'État, et vous verrez que derrière, il y a eu une option qui a été prise aussi, c'est de dire aujourd'hui, tout ce que nous faisons dans le champ du sport n'est pas de qualité, et c'est pas comme ça qu'on transformera la société, parce que nous avons un patrimoine sportif vieillissant, nous avons un patrimoine sportif insuffisant, qu'il faut soit rénover, soit transformer, soit construire. Et c'est pour ça que vous avez vu ce plan équipement qui s'est développé aujourd'hui d'abord sur des petites structures ou sur des grosses rénovations, qui a été annoncé par le président de la République sur une première tranche, et une deuxième tranche a été aujourd'hui annoncée tout récemment, puisque ça fait partie des objectifs à horizon 2030 que de véritablement rénover ce patrimoine sportif qui permettra à tout le champ du sport d'exister. Alors maintenant, moi je vais vous envoyer sur une diapositive sur la question vive que m'avait posée Stéphane. Et alors, quel impact au final pour l'EPS? Et moi je préfère le transformer sa question dans le champ du sport. Parce que l'EPS au final n'est qu'une partie, qu'un des pieds de la table. Si je transformais le mot sport en une table, au final vous voyez que moi j'ai 4 pieds qui sont sur 4 registres différents et qui ne se confondent pas. Et je pense que si on arrivait aujourd'hui à mieux expliciter les choses, on n'aurait pas toutes les problématiques de conflits d'intérêts ou de conflits de communication que nous avons actuellement, et on serait beaucoup plus lisible et beaucoup plus accessible. Chacun de nous a une mission bien définie,
si on regarde véritablement à quoi servent les acteurs, et on ne devrait pas se marcher sur les pieds, et naturellement, on devrait être amené à construire des continuités et des complémentarités. Et ça, c'est peut-être ce que moi j'avais tenté de vous dire ce soir, et d'insister là-dessus pour essayer de vous faire réfléchir non pas à une dualité entre deux mondes, le monde du sport et le monde de l'éducation physique et sportive, mais à essayer de redéfinir avec vous ce qu'est réellement le sport. Parce que le sport, on peut en parler au Lutèce à chaque fois qu'il y a un match de foot. Je peux vous dire que dans le bar, là, il y en a 10 qui sont au niveau de Didier Deschamps. Pourquoi tu ne fais pas rentrer celui-là? Pourquoi tu ne fais pas sortir celui-là? Ça, tout le monde en parle. Donc c'est un objet tellement facile d'accès que tout le monde se sent compétent à la place d'eux. Donc tout le monde part très facilement du sport. Et on parlera de remplacer un sélectionneur national qui est au final un entraîneur de très haut niveau, qui fait des choix stratégiques, par un mec qui est au comptoir avec 2 bières et qui se pense être de même niveau que quelqu'un qui a fait le parcours qu'il a fait. Voilà, c'est facile d'en parler. Et donc, c'est très facile aussi pour certaines personnes de se dire, au final, ce que disait Alain Brard il n'y a pas si longtemps, quoi. C'est le fameux prof de gym qui enseigne le PS à des gamins qui font du sport. Voilà, c'est tout ça. Donc, on voit bien que la problématique, c'est pas ce qui est dit, c'est ce que nous mettons derrière. Et ça, on n'a pas réussi à le mettre dans la vitrine. Donc, moi, je suis content que tu nous donnes cette opportunité parce que c'est peut-être l'enjeu moi je devais dresser le panorama et j'espère que les collègues qui vont passer derrière moi vont venir approfondir ces questions-là parce qu'il y a un vrai enjeu qui est celui de définir véritablement quelles sont les composantes du sport. Voilà. Parce qu'avant 81, on ne se posait pas la question, on était jeunesse et sport. Et si on regarde où était le sport, avant 85, je vais faire exprès de le dire comme ça, c'était bien les professeurs de PS qui faisaient les médailles. Parce que le corps des professeurs de sport, il n'existait pas. Les corps de professeurs de sport est né par un décret de 85, un premier concours en 86, et on les retrouve fonctionnaires d'État, entraîneurs nationaux, auprès des équipes de France, dans les années qui suivent. Et on ne fait pas plus de médailles qu'avant. Peut-être un peu moins. Voilà, mais donc, vous voyez, donc moi pour être passé dans les deux mondes, je peux m'amuser à le critiquer, je suis très à l'aise là-dessus. Et donc, si on se considère, moi je reprends la phrase de la ministre des Sports, l'EPS, c'est la mère de toutes les pratiques. Pourquoi? Parce qu'on l'a rendu, par la loi et par le texte, accessible à tous les élèves. On en a fait une discipline d'enseignement scolaire, de l'école à l'université. Et à partir du moment où on a fait ce choix-là, on en fait le lieu de toutes les découvertes, qu'elles soient des expériences corporelles, des expériences sensorielles, etc., etc. Tout ce que vous savez déjà très très bien si vous baignez dans ce monde-là. Ce n'est pas l'objet de redéfinir le PS ce soir pour moi, mais je laisserai le plaisir de le faire aux autres. Donc, celle-ci, c'est la mère de toutes les pratiques. Ça veut dire, à quoi sert le professeur de PS? Il remplit sa mission de service public, qui est celle d'éduquer et instruire, par un choix que la France a fait, c'est celui de non pas écrire une EP, c'est d'écrire une EPS. Et c'est donc une éducation du corps, mais derrière le corps, évidemment, le corps ne peut pas apprendre tout seul, donc on va convoquer bien des choses en termes de ressources à mobiliser. Et en plus, on ne peut pas apprendre tout seul, donc en plus, on va convoquer le fait de travailler avec des camarades de classe. Donc la notion de solidarité et derrière toutes les valeurs qui sont dans une situation d'apprentissage. Et nous, on a fait le choix de mettre un S derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a considéré que, quelque part dans notre histoire culturelle, de l'éducation physique et sportive, on a dit qu'on ne pouvait pas éloigner les élèves d'une culture qui fait sens pour eux, c'est-à-dire ce qu'ils voient dans un spectacle sportif. Donc ce qu'ils verront aux Jeux Olympiques. Parce qu'un 100 mètres aux Jeux Olympiques, c'est le même 100 mètres qui se fait au club d'athlétisme. C'est le même 100 mètres qui se fait au championnat de France. Et voilà. Et pour ne pas être ignorant de cela, nous, on va leur dire que pour courir vite, voilà ce qu'il faut faire. On va leur expliquer comment on s'entraîne, comment on développe
des capacités pour courir vite, comme on développe des techniques pour courir vite, mais on va leur expliquer aussi dans quel contexte on court vite, dans une situation de compétition avec des règles. Et voilà, donc des règles qui organisent les compétitions de niveau national à niveau international. Nous avons fait ce choix-là en France. Donc, c'est peut-être aussi pour cela que de temps en temps on nous dit ben, vous n'êtes pas assez bon dans le badminton, vous n'êtes pas assez bon dans le football. Ben oui, mais nous on fait une pratique sportive scolaire qui s'adresse à tous les élèves. Et les formes de pratique que nous choisissons sont au final, ce que j'aime à dire aussi, c'est que vous nous avez confié le S comme un pétrole brut, et nous avons transformé votre pétrole brut en samplon 95. C'est-à-dire que nous l'avons raffiné parce que nous l'avons didactisé pour que toutes les voitures que nous avons à l'école, qu'on nous confie, on ne fait pas le choix de les prendre, hein, c'est obligatoire, puissent rouler avec, prendre du plaisir avec, se développer avec. Donc il y a toute cette dimension qui passe par le professeur de PS qui enrichit le sport. Ça c'est le PS pour moi scolaire. Derrière, il y a l'APS. L'APS, c'est cette activité physique sportive pour tous. C'est ce que le président de la République appelle de ses voeux pour faire de la France une nation sportive. C'est pour ça qu'il dit que 30 minutes d'activité physique quotidienne, qui est la moitié de la recommandation de l'OMS, c'est un minimum commun que nous devons développer de l'école, dans le club, partout. Dans l'entreprise, chacun doit avoir droit à 30 minutes d'activité physique quotidienne parce que quand on regarde les questions de santé et du point de vue de la santé, on sait la plus-value d'une activité physique régulière. Voilà, on les connaît. Les bienfaits de l'activité physique, on les connaît. Donc comme ils sont connus, ils ont le droit de citer. Et donc ce qui relève du champ de l'APS, comme les 30 minutes d'activité physique quotidienne, ne se confond pas avec le PS. Ça ne peut pas se confondre parce que ça ne vise pas la même finalité. C'est un objectif clair de santé et donc de pensée positive en disant que si je veux vivre longtemps et en bonne santé, il faut que je continue à œuvrer pour ce pourquoi j'ai été construit, c'est-à-dire bouger. Et quand je m'amuse à discuter parfois avec quelques collègues inspecteurs généraux des disciplines dites fondamentales, je leur rappelle juste deux éléments essentiels. Je leur pose la question suivante. Je leur dis, c'est plus facile de courir ou plus facile de marcher? Je peux vous retourner à la question. Et au final, je les renvoie à leur histoire personnelle. Je leur dis, en fait, les premiers pas, on dit mon enfant marchait. C'est archi faux. Les premiers pas que vous faites, ce sont des pas courus. Parce que vous avez exactement ce qui arrive quand on fait courir un sprinter. Il y a un déséquilibre avant, parce que vous êtes un gamin, vous ne savez pas ce que c'est que l'équilibre, vous ne l'avez pas encore construit. Vous vous mettez debout, vous tombez en avant, et puis un jour, vous dites, putain, plutôt que tomber, si je mettais un pied devant l'autre. Sauf que pour pouvoir rattraper le déséquilibre que vous avez engagé, les premiers pas sont des pas courus. Voilà, tous ces éléments-là sont du registre de... Ce n'est ni du sport, ni un enseignement obligatoire. On est dans le registre d'une activité qui aujourd'hui, d'ailleurs, est de plus en plus ubérisée. Je renseigne une application avec mes données anthropométriques et derrière, j'ai un coach que je ne connais pas qui va me dire quel est le bon programme pour moi. Ça, c'est inquiétant. Et je pense que d'ailleurs, l'EPS devra se saisir de cette question-là pour mieux former nos gamins à lire ce qu'on essaie de leur faire avaler. Voilà. De l'autre côté, quand je vais sur les deux autres pieds de la table, j'ai le sport fédéré, voilà, qui est une des composantes du sport. Le sport fédéré, c'est quoi? C'est une déclinaison de décisions prises par des fédérations internationales jusqu'au niveau local. Parce que vous soyez en Slovénie, en France, aux États-Unis, en Asie, vous aurez toujours au bout d'un côté une fédération internationale qui vous fixe des règles et des règlements, et au bout, vous aurez un club qui vous permet de vous construire une culture sportive et des outils à développer pour vivre au sein de cette fédération qui a défini les règles et les règlements. Donc vous ne pourrez pas jouer autrement, dans ce champ-là, vous ne pourrez pas jouer autrement que le comment la fédération internationale l'a défini.
Et se plient à cette autorité les fédérations continentales. Donc je suis un élu européen du sport, je me plie quelque part à ce que veut la fédération internationale, je le réorganise pour mon territoire, et de la même manière au niveau national, je déconcentre les règles et les règlements qu'on m'a fixés. Et je m'inspire d'un modèle qui est porté par ces règles et ces règlements, parce qu'au final, en jouant dans des règles, en jouant dans un cadre, je développe des techniques et des tactiques et qui sont propres à cette organisation. Si je veux gagner un match de badminton international, je suis obligé de jouer dans le contexte de l'international. Et donc je développe des pouvoirs d'agir en contexte international, en jouant parfois même avec les règles. Ce qu'on ne savait pas du tout faire en France. Voilà, on jouait jamais avec le règlement, on était toujours trop fair-play, bien souvent, dans les compétitions internationales. Alors que tous nos adversaires faisaient des règles et des règlements, un levier d'apprentissage pour gagner en compétition. C'est intéressant de comparer ces modèles. Hein. Moi, je l'avais comparé dans un modèle français-danois, justement dans le cadre du badminton. Et donc ça, c'est le sport fédéré. Sa finalité, c'est de briller dans les compétitions internationales, de trouver des champions et de leur décerner des médailles. Il n'empêche que pour pouvoir nourrir cela, ils sont eux-mêmes obligés de se développer dans un cadre qui est le leur, qui est celui du club ou de l'association, et donc de développer des modèles pour eux-mêmes, mais ça ne leur interdit pas, je les ai mis dans le même cercle, d'être complémentaires au sport santé et à l'enseignement obligatoire de l'EPS, puisque s'ils évoluent, nous évoluons, puisque c'est notre culture. Donc nous sommes quelque part intimement liés. Excuse-moi, Pascal, je me retourne toujours vers toi quand je parle du monde fédéral, mais je pourrais me retourner ça. Voilà. Et enfin, il y a un nouvel acteur quand même qui arrive en force avec les Jeux, qui était complètement transparent encore hier, qu'on regardait de loin, c'est le loisir sportif marchand. Et aujourd'hui, avec la redéfinition, si vous connaissez l'Union Sport et Cycle, qui est le syndicat du loisir sportif marchand par exemple, donc des entreprises de sport, si vous regardez ça, eh bien aujourd'hui le loisir sportif marchand veut dépasser le simple fait du vendre du service sportif, de mettre à disposition une salle de futsal, un terrain de paddle, un mur d'escalade, une salle de bloc. Ils veulent dépasser ça et de plus en plus, ils emploient des éducateurs sportifs pour accompagner le pratiquant, pour accompagner le pratiquant. Et donc de véhiculer l'image, de dire que faire du sport, c'est bien, mais être accompagné dans sa pratique, c'est mieux. Et aujourd'hui, ils nous ouvrent une porte, par exemple. Ils m'ont questionné tout récemment sur le fait de dire, vous avez vu, la ministre déléguée à la voie professionnelle, elle veut augmenter les PFMP. Je dis ouais, et eux pensent plus vite que nous, vous allez voir. Et je dis, eh bien, quand ils sont en PFMP, les gamins, ils n'ont plus de PS. Oui, forcément. Pour autant, ils continuent à faire leur PFMP dans des métiers où le PS devrait leur servir à mieux appréhender le fait de soulever des charges, etc. C'est comme ça que vous programmez le PS. Je dis, ça peut être le cas. C'est un projet local de l'établissement en fonction du public accueilli. Mais en effet, ça peut être le cas. Le côté EPS utile dans la voie professionnelle. Mais ce n'est pas que ça. Donc il y a la dimension aussi élévation par une discipline d'enseignement obligatoire. Eh bien, eux sont en train de me dire, si vous programmez les activités que nous vendons, au regard du réseau que nous avons, on pourrait considérer que les gamins, quand ils sont en stage, le professeur de PS pourrait être accompagné de notre intervenant extérieur, que nous avons nous-mêmes employé toute la journée, mais comme nos salles sont plutôt vides sur le temps scolaire, on pourrait vous les mettre à disposition par une délégation de service public, comme on le fait pour les piscines, hein. Donc par quelque chose. Donc vous voyez comme ils réfléchissent, et vous proposeriez au final nos activités. Donc quelque part, vous nous aideriez à nous développer. Cercle vertueux, au final, pas inintéressant. Je ne peux pas dire que je veux dire non, pas du tout. Le PS scolaire, c'est le PS scolaire. Je dis, il faut peut-être réfléchir à cela. Et au final, je commence ma séquence d'escalade dans mon lycée pro et je la finis au final sur un lieu où j'ai regroupé des élèves en PFMP peut-être
autour d'un réseau d'entreprises. Parce qu'ils sont souvent dans les zones d'activité, ce qu'ils nous disent. Dans les zones d'activité commerciale où on va retrouver du tertiaire le plus souvent. Et quand même, on forme beaucoup d'élèves. Donc ça, aujourd'hui, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, le loisir sportif marchand, il existe. Mais l'avènement des loisirs, on l'a connu, nous, un peu dans notre histoire aussi. Et donc notre existence est peut-être aussi liée à toute cette histoire qui était là dans d'autres temps, avec peut-être moins d'empreintes commerciales fortes, moins d'engagement. Aujourd'hui, des gens comme le MEDEF, hein, le MEDEF est très actif là-dessus, hein, voilà, qui sont là et qui nous disent hey, toc toc toc, on existe. Voilà, donc peut-être qu'on a une réflexion beaucoup plus large à mener que la simple question, et c'est pour ça, Stéphane, que je réponds en élargissant le panorama de l'EPS, parce qu'au final, l'EPS n'est qu'un pied de la table. Et si on se positionne dans les objectifs de Kazan, vous connaissez Kazan, le MINEPS. Le MINEPS, c'est un regroupement des ministres de l'éducation et les ministres des sports dans un grand organisme autour de l'UNESCO. Et ces gens-là décident de ce que pourraient être les objectifs du sport à horizon 2030. Voilà. Et vous verrez que pour eux, ils sont déjà là-dedans. Ils sont déjà là-dedans. Donc ça veut dire que au niveau européen, c'est potentiellement ce qui est en train de se dessiner. Donc devons-nous nous opposer? Devons-nous y réfléchir? Voilà. On est dans ce moment-là. Et les jeux, quelque part, mettent ça dans la vitrine, donc on ne peut pas passer à côté. Et ça ne veut pas dire qu'on a déterré la hache de guerre entre le sport et l'éducation physique et sportive. Loin de là.